L'esprit humain le peut-il défier l'impossible? Il y a des histoires qui ne sont pas seulement marquantes, mais qui semblent tout droit sorties des récits les plus incroyables de survie. Un homme coincé sous une énorme roche qui a dû prendre une décision inimaginable. Une jeune femme qui est tombée du ciel pour affronter seule la jungle amazonienne. Ou un explorateur abandonné dans les montagnes avec des blessures qui auraient eu raison de n'importe qui. Ce n'est pas un survol de contes fictifs, mais un regard approfondi sur des exploits réels, des personnes qui ont défié les lois de la nature et la logique pour survivre. Minerois. Aro Ralston. Le matin du 26 avril 2003, Aro Ralston s'est lancé dans ce qui semblait être une simple randonnée dans le spectaculaire Blue John Canyon de l'Utah. Passionné par les montagnes et l'aventure, Aro n'imaginait pas que ce jour-là marquerait un tournant dans sa vie. Alors qu'il descendait dans le canyon étroit, une roche de 800 livres s'est détachée et a coincé son bras droit contre la paroi de grès. Ce qui a commencé comme une excursion s'est transformé en une bataille pour la survie. Ralston a passé 6 jours dans le canyon, avec ses ressources limitées et sans avoir informé personne de son emplacement. Au début, il a essayé de libérer son bras en poussant, en tirant, et en utilisant tous les outils qu'il avait à portée de main, mais rien n'a fonctionné. Les nuits étaient glaciales et leurs provisions s'épuisaient rapidement. Pour rester hydraté, il a dû boire sa propre urine. Il a enregistré des messages d'adieu pour sa famille et a écrit son nom sur la roche avec la date présumée de sa mort. Le matin du 6e jour, avec son corps affaibli et son espoir presque éteint, Aaron a pris une décision extrême mais nécessaire. En utilisant un couteau de poche, il a brisé les os de son bras. Et le processus d'amputation a commencé. Chaque coup était un rappel du prix de la survie, mais aussi de la valeur de la vie. Enfin, libéré de la roche, il a improvisé un garrot avec un tube de son équipement et a descendu en rappel 20 mètres pour sortir du canyon. Bien qu'il soit au bord de la famine et souffre d'une perte de sang considérable, Aaron a marché plusieurs kilomètres jusqu'à ce qu'il rencontre une famille de randonneurs qui ont alerté les autorités. Un hélicoptère, qui était déjà dans la zone à sa recherche, l'a secouru quelques heures plus tard. L'expérience a transformé Aro Ralston en un symbole de résistance et de détermination. Il a publié un livre intitulé Entre l'épée et le mur, où il a raconté chaque détail de son odyssée. Son histoire a inspiré le film 127 heures, avec James Franco dans le rôle principal, qui a capturé la dureté et le courage de son combat pour survivre. Aujourd'hui, Aaron est un conférencier motivateur reconnu, partageant son histoire avec le monde et nous rappelant que, même dans les circonstances les plus adverses, l'esprit humain peut prévaloir. Numéro 2. Julian Koepke. Le 24 décembre 1971, Julian Koepke, âgé de 17 ans, a embarqué sur le vol 508 de Lanza avec sa mère pour célébrer Noël à Pucallpa, au Pérou. La tranquillité du voyage a été interrompue par un orage qui a enveloppé l'avion. Un éclair a frappé l'aéronef, le désintégrant en plein vol. Julian, encore attaché à son siège, est tombé de 10 000 pieds de hauteur, dans la dense jungle péruvienne. Elle s'est réveillée des heures plus tard, blessée et seule. Sa clavicule était cassée. Elle avait des coupures profondes et un œil enflé, mais elle était vivante. Elle se souvint des leçons de survie que son père lui avait enseignées à la station biologique, où elle avait grandi. Elle a suivi le cours d'un ruisseau, cherchant des signes de civilisation. Pendant 11 jours, elle a enduré les nuits terrifiantes de la jungle, infestée d'insectes et d'animaux sauvages, tout en se nourrissant de fruits sauvages. Finalement, elle a trouvé une cabane où elle s'est reposée jusqu'à ce que 3 bûcherons la découvrent. Bien qu'ils l'aient d'abord confondue avec un esprit de la jungle, ils l'ont aidée à rejoindre un hôpital proche. Là, elle a appris que sa mère avait survécu à l'impact initial, mais qu'elle était décédée à cause de ses blessures. Julian a guidé les secouristes vers les débris de l'avion, les aidant à récupérer et à identifier les 92 victimes. L'histoire de Julian est un témoignage de résilience et d'adaptabilité. Des années plus tard, son expérience est devenue un documentaire intitulé Wings of Hope, réalisé par Werner Herzog, qui a également survécu à un vol annulé sur le même avion quelques mois auparavant. Aujourd'hui, Julia,
C'est un exemple de comment la force intérieure peut surmonter les adversités les plus inimaginables. Numéro 3. Le shérif Ricky McGee. En janvier 2006, un homme de 35 ans conduisait tranquillement dans le désert australien en direction de son nouveau travail à Port Hedland, en Australie occidentale. Son voyage a pris un tournant inattendu lorsqu'il a décidé de prendre des autostoppeurs. Ce qui semblait être un acte de gentillesse s'est transformé en un cauchemar. Après avoir accepté une boisson offerte par des inconnus, Ricky a commencé à se sentir étourdi et a perdu connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé à moitié enterré au milieu de l'immense et aride intérieur australien, sans eau, sans nourriture, ni souvenir de la façon dont il était arrivé là. Avec des températures extrêmes, sans ombre. Entouré de dangers tels que des serpents venimeux et des araignées, Ricky s'est retrouvé dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde. Cependant, au lieu de céder au désespoir, il a décidé de se battre pour sa vie. Pendant 71 jours, Ricky a survécu en mangeant ce qu'il trouvait à sa portée, des grenouilles, des insectes et des plantes locales. Pour s'hydrater, il récoltait de petites gouttes d'eau de la pluie ou buvait dans des flaques de boue. Bien qu'il ait considérablement perdu du poids et qu'il soit au bord de la famine, il a gardé l'espoir d'être sauvé. Enfin, un groupe de travailleurs d'une station éloignée a trouvé Ricky. Avec un aspect décharné et ne pesant que 47 kilos, il a été immédiatement emmené pour recevoir des soins médicaux. Son cas a choqué l'opinion publique et est devenu un exemple impressionnant de résistance humaine. Après sa guérison, Ricky a raconté son incroyable expérience dans un livre intitulé Left for Dead in the Outback. Il y raconte chaque détail de son combat, depuis les journées interminables sous le soleil brûlant, jusqu'au soulagement indescriptible de revoir ses sauveteurs. Leur histoire a non seulement capté l'attention du monde entier, mais elle a également laissé une profonde leçon, même dans les pires conditions, l'ingéniosité et la volonté de survivre peuvent suffire à défier l'impossible. Numéro 4, Anna Wagenholm. Le 20 mai 1999, Anna Wagenholm, une étudiante en médecine de 29 ans, est partie skier avec 2 amis dans les montagnes près de Narvik, en Norvège. Amante de l'aventure et skieuse expérimentée, Anna n'était pas étrangère aux pistes difficiles. Ce jour-là, alors qu'elle descendait une pente raide, elle a perdu le contrôle de ses skis. Ce qui a commencé comme une journée excitante. Cela s'est vite transformé en une lutte désespérée pour sa vie. Anna a glissé rapidement vers un ruisseau gelé. Bien que cela semblait solide, la glace a cédé sous son toit et son corps est tombé la tête la première dans l'eau glacée. Le courant sous la glace l'a attrapée, ne laissant visible que ses skis et ses pieds à la surface. Ses camarades ont essayé de la libérer en tirant sur ses skis, mais elle était fermement coincée entre des rochers et de la glace. Pendant ce temps, l'eau glacée commençait à envahir son corps. Coincée sous une couche de 20 cm de glace, Anna a trouvé une petite poche d'air qui lui a permis de respirer. Mais le froid extrême a commencé à l'affecter rapidement. Sa température corporelle est descendue à des niveaux dangereux en attendant le secours. Chaque seconde, sous l'eau, semblait éternelle. Finalement, après plus de 40 minutes, Anna a cessé de bouger. Quand les secouristes sont arrivés, le tableau était désolant. Anna avait passé 80 minutes sous l'eau et sa température corporelle était tombée à 13,7 degrés Celsius, la plus basse jamais enregistrée chez un être humain ayant survécu. Cliniquement, elle était morte. Son cœur avait cessé de battre, elle n'avait plus de pouls ni de signes de respiration. Les secouristes, cependant, n'étaient pas prêts à abandonner. Ils ont transporté son corps rigide et sans vie à l'hôpital le plus proche, où une équipe médicale spécialisée a commencé à travailler immédiatement pour la réanimer. Ils ont utilisé des machines d'oxygénation extracorporelle pour réchauffer lentement son sang, ramenant progressivement sa température à des niveaux normaux. Après un effort continu qui semblait impossible, le cœur d'Anna a recommencé à battre. Le processus de récupération a été long et difficile. Anna a passé plusieurs semaines en soins intensifs, faisant face à des lésions nerveuses et à des complications dues à l'hypothermie extrême. Cependant, sa détermination et l'expérience de l'équipe médicale ont réussi à réaliser ce que beaucoup considéraient comme un miracle. Anna a recommencé à marcher et a repris sa vie.
le cas d'Anna Wagenholm est devenu une référence médicale. Son expérience a ouvert de nouvelles portes dans la recherche sur l'hypothermie et le potentiel de la réanimation dans des cas extrêmes. Des médecins du monde entier ont étudié son cas, pour comprendre comment le corps humain peut s'adapter à des conditions extrêmes et comment l'intervention médicale peut faire la différence. Malgré les cicatrices physiques et émotionnelles qui sont restées, Anna a transformé son expérience en un témoignage de résilience. Aujourd'hui, son histoire reste un exemple inspirant de la façon dont la science et l'esprit humain peuvent surmonter les adversités les plus extrêmes. Anna n'a pas seulement survécu à l'impossible, mais elle a aussi laissé un héritage qui continue de sauver des vies. Numéro 5. Nando Parrado. Le 13 octobre 1972, un vol affrété a quitté Montevideo, Uruguay, à destination de Santiago du Chili. À bord, il y avait 45 personnes, parmi lesquelles Nando Parrado, un étudiant universitaire de 22 ans et joueur de rugby. Ce qui devait être un voyage de routine pour un match amical s'est transformé en l'une des histoires de survie les plus extraordinaires jamais racontées. Alors qu'il survolait les Andes, l'avion a perdu de l'altitude à cause d'une erreur de navigation. Incapable de surmonter la hauteur des montagnes, l'aéronef a percuté un flanc, fendant le fuselage en deux. Certains passagers sont morts sur le coup, tandis que d'autres ont succombé à leurs blessures. Ou aux conditions climatiques l'extrême. Parmi les morts figuraient la mère et la sœur de Nando, une perte qui a renforcé sa détermination à survivre. Les 27 survivants ont dû faire face à des températures allant jusqu'à -20 degrés, sans nourriture ni eau potable. Avec des ressources limitées, ils ont dû recourir au cannibalisme, se nourrissant des corps de leurs camarades décédés. Bien que la décision ait été traumatisante, ils ont compris que c'était leur seule chance de rester en vie. Au fil des semaines d'isolement, ils ont dû faire face à des avalanches, des blessures, des infections, et un silence désespérant du monde extérieur. Après plus de 2 mois bloqués dans les montagnes, Nando et Roberto Canessa ont décidé que attendre n'était plus une option. Armés de détermination et de quelques fournitures, ils se sont lancés dans une traversée impossible pour chercher de l'aide. Pendant 10 jours, ils ont marché entre des sommets enneigés, défiant le froid, l'altitude et l'épuisement. Enfin, ils ont aperçu un berger chilien de l'autre côté d'une rivière. En utilisant une pierre avec un message, ils ont réussi à communiquer avec lui. Le berger a alerté les autorités et 2 jours plus tard, des hélicoptères ont secouru les 16 survivants restants. Le groupe est rentré chez lui juste à temps pour Noël, mettant fin à 72 jours de terreur dans les montagnes. L'histoire de Nando Parrado est devenue un symbole de résistance, de solidarité et de la capacité humaine à surmonter l'imaginable. Après le sauvetage, Nando a transformé son expérience en une source d'inspiration. Il a publié un livre intitulé « Miracle dans les Andes », dans lequel il raconte les détails de son odyssée et les leçons qu'il a apprises sur la vie et la mort. Son histoire a également inspiré le film « Vivant », qui a partagé son expérience avec un public mondial. Aujourd'hui, Nando est un conférencier motivateur, reconnu internationalement. Son message met l'accent sur le pouvoir de l'espoir, le travail d'équipe et la force intérieure face à l'adversité. Pour lui, chaque jour est un cadeau, une occasion de valoriser ce qui compte vraiment. Sa survie a non seulement défié les lois de la nature, mais a également prouvé que, même dans les circonstances les plus désespérées, la volonté humaine peut prévaloir. Numéro 6. Jeu de Molim. En novembre 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale atteignait son point le plus dévastateur, Palim, un jeune marin chinois de 24 ans, faisait sa routine en tant que serveur. Sur le SS Polmont, un navire marchand britannique. Le bateau, chargé de fournitures, naviguait tranquillement sur l'Atlantique, ignorant le danger qui guettait sous les vagues. Cependant, tout a changé en un instant. Un sous-marin allemand a émergé des profondeurs. Et un torpille a frappé la coque, faisant sombrer le navire en quelques minutes. Au milieu du chaos, des cris et de l'eau qui inondaient rapidement le pont, Poon a réussi à attraper un gilet de sauvetage et à se jeter à la mer, échappant de justesse à une mort certaine. Cependant, le danger n'était pas terminé. Entouré par un océan sans fin et sans signe d'aide, Poon flottait à la merci des courants, avec l'horizon vide et son espoir,
suspendu à un fil. Pour sa chance, et peut-être grâce à un coup du destin, il aperçut un radeau en bois à proximité. Avec effort, il réussit à l'atteindre et à monter à bord. Poon n'a pas laissé le découragement le vaincre. Avec détermination, il a décidé qu'il devait utiliser son ingéniosité pour survivre. Ainsi, il a utilisé des clous détachés du radeau pour fabriquer des hameçons et a utilisé des fils de ses vêtements comme ligne de pêche improvisée. Bien qu'au début les résultats aient été limités, il a rapidement réussi à attraper de petits poissons, ce qui lui a permis de rester en vie. Cependant, la pêche n'était pas toujours suffisante et dans des moments de désespoir extrême, il en vint à utiliser son propre sang comme appât pour attirer les oiseaux marins qui se reposaient sur la balsa. Avec une précision impressionnante, il les attrapait, utilisant sa chair pour se nourrir et son sang pour combattre la soif. En plus de la faim, le soleil brûlant devint un autre ennemi constant. Poon, consciente des risques de déshydratation, trouva un moyen de récolter l'eau de pluie en utilisant son gilet de sauvetage et d'autres matériaux de la balsa. Parallèlement, il construisit un abri rudimentaire pour se protéger des rayons du soleil, prouvant une fois de plus sa capacité à s'adapter aux circonstances les plus adverses. Cependant, la nature ne montra aucune pitié. Durant les 133 jours que Poon a passés à la dérive, il a dû faire face à de violentes tempêtes qui ont menacé de faire chavirer son radeau. De plus, les requins commencèrent à rôder autour de l'embarcation, attirés par les restes de poissons et de sang. Bien que chaque attaque était terrifiante, Poon restait calme et se défendait avec les outils improvisés qu'il avait créés, luttant pour maintenir l'intégrité de son abri flottant précaire. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, l'état physique de Poon se détériora drastiquement. Il a perdu beaucoup de poids et son énergie a diminué. Cependant, quelque chose en lui refusait de céder. Malgré l'épuisement extrême, il continua à pêcher, à récolter de l'eau et à lutter contre les éléments, s'accrochant à une seule idée, survivre. Numéro 7. Tammy Oldham Ashcraft. En septembre 1983, Tammy Oldham Ashcraft, une jeune femme de 23 ans, quitta Tahiti, en direction de San Diego, avec son fiancé, Richard Sharp. Le couple avait accepté la mission de transférer le luxueux voilier Anna à son nouveau propriétaire. Au cours des premières semaines, le voyage était idyllique. Cieux dégagés, au calme et la promesse d'aventure en haute mer. Cependant, le calme du Pacifique se transforma rapidement en un cauchemar. Le 12 octobre, alors qu'ils naviguaient à des centaines de milles de la terre ferme, l'ouragan Raymond, une tempête de catégorie 4, se mit en travers de leur chemin. Avec des vagues de plus de 12 mètres et des vents violents, le voilier a été violemment secoué. Richard, fort de son expérience de navigation, a essayé de garder le bateau sous contrôle, tandis que Tammy s'abritait sous le pont. Tout à coup, une gigantesque vague renversa le voilier. Tammy fut frappée par la force de l'impact, subissant une grave blessure à la tête qui la laissa inconsciente pendant plus de 24 heures. Quand elle se réveilla, elle trouva le Hasana pratiquement détruit, avec le mât cassé et la cabine inondée. Richard n'était nulle part. Le cœur brisé, Tammy se rendit compte qu'elle était seule au milieu de l'océan. Sans possibilité de communication et avec des provisions limitées, elle commença à réparer ce qu'elle pouvait du bateau et à organiser les aliments et l'eau restant. Pour s'orienter, elle utilisa un sextant et des cartes maritimes, s'appuyant sur ses connaissances en navigation. Pendant 41 jours, Tammy fit face à la faim, à la déshydratation et à la solitude. Elle attira des poissons avec un harpon improvisé et récolta de l'eau de pluie pour survivre. Elle affronta d'autres tempêtes, des nuits sans fin et la douleur d'avoir perdu Richard. Malgré tout, sa volonté de vivre la maintenait en mouvement. Enfin, le 23e jour de novembre, elle aperçut la terre à l'horizon. Avec une force renouvelée, elle dirigea le voilier vers la côte d'Hawaï. En arrivant au port de Hilo, son calvaire était enfin terminé. Épuisée, mais vivante, Tammy fut accueillie comme un miracle. L'histoire de Tammy est devenue un symbole de résilience et d'amour. Plus tard, elle raconta son expérience dans son livre Red Sky in Morning, ce qui a inspiré le film Adrift. Aujourd'hui,
Tammy est une source d'inspiration pour ceux qui font face à des défis apparemment insurmontables. Son histoire montre que même dans les moments les plus sombres, la détermination et le courage peuvent nous maintenir à flot. Numéro 8. Victoria Cilliers. Le 5 avril 2015, Victoria Cilliers, une parachutiste britannique expérimentée, prépara un saut à Wiltshire, en Angleterre. Ce saut, organisé par son mari. Ennis Cilliers voulait faire un geste pour renforcer sa relation conjugale tendue. Cependant, ce qui devait être un événement excitant se transforma en un piège mortel. Victoria sauta depuis 4000 pieds de hauteur. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle tire sur la corde pour déployer le parachute. Rien ne se passa. Elle essaya désespérément d'ouvrir le parachute de secours, mais ça ne fonctionna pas non plus. Avec l'adrénaline parcourant son corps, Victoria se prépara à l'impact. Elle tomba à 60 miles à l'heure sur un champ fraîchement labouré, ce qui atténua une partie de l'impact. Contre toute attente, Victoria a survécu. Bien qu'elle ait subi de multiples fractures et des blessures internes, elle réussit à se rétablir. Au départ, elle pensa qu'il s'agissait d'un accident malheureux, mais les enquêtes révélèrent quelque chose de plus sinistre. L'entreprise de parachutisme découvrit que l'équipement avait été manipulé. La police a lancé une enquête qui a révélé une tentative de meurtre planifiée par Emile. Motivé par des dettes et une assurance vie, il avait saboté le parachute de sa femme. Il a même été révélé que, quelques jours avant, il avait essayé de la tuer en provoquant une fuite de gaz chez elle. Le procès d'Emile Cilliers en 2018 l'a déclaré coupable de tentative de meurtre, le condamnant à la réclusion à perpétuité. Victoria, bien que dévastée émotionnellement, trouva la force de reconstruire sa vie et de devenir une défenseur des victimes de violences domestiques. Son histoire est une leçon de courage face à la trahison et au danger. Victoria n'a pas seulement survécu physiquement, mais elle a aussi prouvé qu'il est possible de surmonter le traumatisme et de trouver un nouveau but. Sa vie est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la vérité et la justice prévalent. Numéro 9. Hugh Vert. En 1823, un chasseur et explorateur intrépide accompagnait une expédition commerciale dans les terres sauvages de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Dakota du Sud. Comme d'habitude, Glass et son groupe s'enfoncèrent dans les forêts à la recherche de nourriture. Cependant, ce qui semblait être une journée de chasse ordinaire se transforma rapidement en une rencontre qui marquerait sa vie à jamais. Alors qu'il explorait, il se retrouva face à face avec une ours grizzly et ses petits. Avant qu'il ne puisse réagir, l'énorme animal l'attaqua avec une férocité incroyable. L'affrontement fut brutal. L'ours, défendant ses petits, lui déchira le cuir chevelu, lui fractura une jambe et lui laissa de profondes blessures dans le dos. Bien que Glass soit au bord de la mort, son instinct de survie le pousse à se battre. Avec une détermination impressionnante, il a réussi à vaincre l'ours avec l'aide de son groupe, mais le prix qu'il a payé était très élevé. Ses blessures étaient si graves que la plupart des gens pensaient qu'il ne survivrait pas pour en parler. C'est alors que les chefs de l'expédition prirent une décision qui définirait le sort de Glass. Convaincus qu'il ne survivrait pas, ils ordonnèrent à deux compagnons, John Fitzgerald et Jim Bridger, de rester avec lui jusqu'à sa mort. Mais les deux hommes, craignant pour leur vie dans un environnement aussi hostile, décident d'abandonner. Ils ne l'ont pas simplement laissé derrière eux, mais ils le dépouillèrent aussi de ses armes, de son équipement et de ses affaires, l'enterrant dans une tombe peu profonde, convaincus qu'ils ne le reverraient jamais. Mais Glass n'était pas prêt à abandonner. Lorsqu'il s'est réveillé, couvert de blessures et à peine capable de bouger, il savait que sa seule option était de se battre pour sa vie. Ainsi commença un voyage de survie qui défia toutes les probabilités. Avec rien d'autre que sa volonté, Glass entreprit un parcours de 200 miles vers Fort Kiowa. Un poste avancé où il espérait trouver de l'aide. Au début, il se traînait avec les mains et les coudes, supportant une douleur inimaginable. Son alimentation se composait de bailles, de racines, et de tout ce qu'il pouvait trouver sur son chemin, y compris des restes d'animaux morts. À un moment critique, Glass se retrouva face à une meute de loups dévorant un bison. Bien qu'il fût faible, il utilisa son intelligence pour les chasser et obtint son premier repas substantiel depuis des semaines.
Cet épisode lui a non seulement donné l'énergie de continuer, mais a également renforcé sa détermination. Cependant, les défis ne s'arrêtaient pas là. Le danger des rencontres avec des tribus hostiles, des animaux sauvages et les infections de ses blessures le guettaient à chaque pas. Malgré tout, Glass trouva des moyens de prendre soin de son corps. Maltraité. Il appliqua des feuilles et de la boue pour garder ses blessures propres et prévenir les infections, montrant une impressionnante capacité d'adaptation et d'utilisation des ressources de son environnement. Jour après jour, son corps commença à guérir lentement, lui permettant de passer de se traîner à marcher avec difficulté. Chaque mile parcouru était un triomphe contre les adversités. Ce qui animait Glass n'était pas seulement le désir de survivre, mais aussi un profond sens de la justice. Dans son esprit, il planifiait de confronter les hommes qu'il avait abandonnés, non seulement pour la trahison, mais aussi pour lui avoir volé les outils nécessaires à sa survie. Ce désir de vengeance était le moteur qui le maintenait en mouvement, même dans les moments les plus sombres. Enfin, après des semaines de lutte, Glass arriva à Fort Kiowa. Son apparition fut rien de moins que miraculeuse. Couverte de cicatrices et avec l'apparence d'un homme qui avait défié la mort elle-même, Glass fit face à ses anciens compagnons. Cependant, dans un tournant inattendu, il décida de les pardonner. Plus que n'importe quelle punition physique, il laissa la culpabilité et la honte de ses actes les accompagner pour le reste de leur vie. L'histoire de Glass se répandit rapidement, faisant de lui une légende du Far West. Son incroyable exploit de survie inspira le roman The Revenant de Michael Pink ainsi que son adaptation cinématographique, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Mais au-delà des pages et de l'écran, la vie de Hugh Glass est un témoignage de résistance, de courage et de la force imparable de l'esprit humain. Face à l'impossible. Numéro 10. D. Un accident aussi inattendu que dévastateur transforma à jamais la vie de Saïd alors qu'il n'avait que 2 ans et demi. Une bougie allumée, apparemment inoffensive, devint le point central d'un événement qui marqua son existence. Alors que la flamme embrasait son lit, les flammes avancèrent rapidement, recouvrant son petit corps et laissant des brûlures qui affectèrent 80% de sa peau. Ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital, où les médecins, stupéfaits par la gravité des blessures, considérèrent presque impossible qu'il puisse survivre. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Bien que les probabilités soient complètement contre lui, Saïd fit preuve d'une force inimaginable. Pendant des mois, puis des années, il endura des opérations interminables et des traitements douloureux conçus pour sauver ce qu'il restait de son corps. Le processus fut dévastateur. Il perdit les 2 mains, la vue et plusieurs doigts des pieds. Mais Saïd, même à son jeune âge, commença à montrer une résistance qui déconcertait même les spécialistes médicaux qui s'occupaient de lui. Néanmoins, la véritable épreuve de Saïd commença après sa sortie de l'hôpital. Son corps était couvert de cicatrices, des marques lisibles qui lui rappelaient chaque jour ce qu'il avait traversé. Mais les cicatrices physiques n'étaient pas le seul défi. À mesure que je grandissais, les réactions des autres devenaient une source constante de douleur émotionnelle. À l'école, il dut faire face aux regards des inconnus et aux commentaires blessants. Comme quand d'autres enfants l'appelaient zombie. Ces mots, bien que cruels, n'ont pas réussi à éteindre la lumière intérieure que Saïd gardait allumée. En fait, sa plus grande force venait de sa mère, une figure infatigable qui devint sa plus grande alliée. Elle lui a appris que ses cicatrices n'étaient pas un motif de honte, mais un symbole de survie, une preuve irréfutable qu'il avait surmonté le destin le plus sombre. Grâce à leur amour et à leur soutien, Saïd a appris à redéfinir ce qu'il voyait dans le miroir. Au lieu de se concentrer sur ses pertes, il commença à valoriser sa vie comme un miracle et un témoignage de force. Petit à petit, Saïd a transformé son expérience en quelque chose de bien plus grand que lui-même. Il s'impliqua dans des activités qui lui permirent de partager son histoire et de se connecter avec des personnes qui faisaient également face à des défis extraordinaires. Il n'était plus seulement l'enfant qui avait survécu à un incendie. Il était désormais un exemple vivant de résilience et de dépassement. Chaque fois qu'il racontait son histoire, il parvenait à inspirer les autres, leur montrant que, même si la vie peut être implacable, il y a toujours la possibilité de transformer la douleur en espoir. Aujourd'hui,
Saïd continue d'être une source d'inspiration. Il a pris la parole sur des plateformes publiques, partageant non seulement ce qu'il a perdu, mais aussi tout ce qu'il a gagné. Une perspective inébranlable sur la vie. Et un engagement à aider les autres.